Le skarn, aussi qu'on a vu, dont on a parlé, qui est associé au métasomatisme, donc au contact entre une intrusion du rochinier et un calcaire. On a un échange d'éléments qui font qu'on a un apport de silicium dans la roche carbonatée. Donc ça fait une roche qui contient à la fois du calcium et du silicium, donc une roche calco-silicatée qui va faire des roches qui vont contenir des minéraux calco-silicatés comme les pyroxènes, comme la wollastonite. On peut aussi avoir présence de calcite, de carbonate. C'est souvent des roches très hétérogènes avec une grande panoplie de minéraux calco-silicatés et on les retrouve toujours au contact des intrusions. Une autre roche particulière, c'est ce qu'on appelle des migmatites. Ça veut dire que c'est des roches qui ont fondu partiellement. On a commencé à faire de la fusion partielle et les produits de fusion se sont insérés dans la foliation de la roche. Donc on trouve une alternance de bandes claires qui sont le liquide, donc le magma qui a cristallisé, qui est de composition granitique, et de niveau foncé qui est la roche métamorphique qui n'a pas fondu, donc souvent qui va être très riche en biotite. C'est des roches alumineuses en silimanite, donc tous les minéraux qui ne fondent pas. Donc ça fait des roches rubanées avec des bandes claires et sombres, et les bandes claires ont l'apparence de roches ignées felsiques. Enfin, donc ça, si on arrive au point 4, à la quatrième point de notre démarche. Donc on n'a pas vu de texture primaire, on n'a pas 75% d'un même minéral, on n'est pas dans le cas d'une roche spécifique. On va regarder si la roche présente une orientation. Si la roche, donc une foliation en fait, si la roche ne présente pas de foliation, donc il n'y a pas d'orientation de minéraux, on parle de granophèle. Donc ça c'est un terme qui est souvent employé en anglais. Ça englobe toutes les roches qui n'ont pas d'orientation. Donc c'est sûr qu'un marbre, ce serait un granophèle, mais on va préférer le terme marbre que granophèle. Là-dedans aussi, les cornéennes, donc les roches associées au métamorphisme de contact, rentrent aussi dans cette grande catégorie de granophèle, mais encore là, cornéenne, c'est un nom spécifique, on va utiliser le terme cornéenne plutôt que granophèle. En général, un granophèle, c'est plutôt une roche sans orientation, mais avec un grain plus grossier. Donc qui peut contenir différents types de minéraux. On ne va pas juste donner le nom de granophèle, on va souvent associer les minéraux présents dans cette roche. Donc par exemple, on peut dire un granophèle à diopside olivine si c'est les minéraux essentiels qu'on trouve dans cette roche-là. Donc c'est pas un terme qui est très souvent utilisé, mais je vous le donne pareil, mais on essaye de l'éviter au plus possible. Puis le dernier point, c'est qu'on va regarder si la roche a une foliation. D'accord? Donc là, si la roche a une foliation, on a trois types de foliation. Vous l'avez vu dans le document sur les textures. On a le clivage, on a la schistosité et on a la niésosité. Donc le clivage, c'est une foliation qu'on retrouve dans une roche qui est aphanitique. On en distingue deux types, la roche qu'on va appeler ardoise et la roche qu'on va appeler phyllade. Dans l'ardoise, on a un clivage, donc on a un débit de la roche qui est différent du débit associé au litage sédimentaire. Donc c'est vraiment une foliation associée à la déformation. Et la roche est aphanitique et la roche va être plutôt terne car on aura peu de mica qui aurait cristallisé. On sera au tout début du métamorphisme. Alors que dans une phyllade, la surface est beaucoup plus lustrée, beaucoup plus brillante. On la voit sur la photo parce qu'on a une plus grande proportion de phyllosilicates qui ont cristallisé et qui vont donner l'aspect lustré à la roche. Donc ils sont très proches les deux, mais la phyllade va être plus lustrée. Donc si on a un clivage, la roche est soit une ardoise si elle est terne, soit une phyllade si elle est plutôt lustrée. Enfin, si la foliation est une schistosité, ça veut dire qu'on a une foliation très bien prononcée, on a une roche où on voit les grains à l'œil nu, les grains sont fins et les plans de foliation sont très rapprochés.
donc on va parler de schistosité, ben la roche est un schiste. Alors c'est sûr que des schistes, il y en a de toutes sortes, donc on ne va pas juste donner le nom de schiste, mais on va associer au terme schiste les minéraux d'intérêt. Donc souvent ça va être des minéraux qui peuvent être indicateurs du faciès métamorphique. Et on va souvent donner plusieurs minéraux parce que la minéralogie est souvent très très variée dans les schistes. Donc on va donner les principaux et on va les lister par ordre d'abondance. Donc on va mettre des plus abondants aux moins abondants. Donc par exemple ici on pourrait dire qu'on est dans un schiste à muscovite et grenat. Donc la muscovite, c'est tous les minéraux brillants argentés qu'on voit et qui définissent la schistosité. C'est les minéraux en plaquettes hein, qui forment la schistosité. Et les grenats sont les minéraux rouges brunâtres qu'on voit, les petites billes rouges brunâtres qu'on voit sur la roche. Donc on aura ici un schiste à muscovite ou grenat, ou si on considère qu'on ne veut pas mettre le terme muscovite parce qu'il y a beaucoup de muscovite dans toutes les roches qu'on a alentour, on pourrait juste appeler ça un schiste à grenat. Un deuxième type de schiste que vous avez ici, encore là on voit bien la schistosité, donc on voit que la roche se débite en plans très fins, sont très serrés, hein, les plans de foliation, et ici la roche est très tendre, en fait c'est du talc, on a de la chlorite et du talc là-dedans, donc on pourrait appeler ça un schiste à chlorite et talc. Maintenant, si la roche a une niaisosité, c'est-à-dire que la niaisosité, c'est soit une foliation qui est définie par une alternance de bandes qui sont de composition différente, donc souvent qui sont, comme la photo d'en bas, plutôt quartzo-phaspatique, puis plutôt mélanocrate avec beaucoup de biotites ou d'amphibole, ou ça peut être aussi une schistosité qui est très mal définie parce que la roche contient peu de minéraux qui vont s'orienter, donc comme la biotite ou l'amphibole, donc qui vont être plutôt prismatiques ou enfeuillés. Donc une roche qui a une niaisosité, bah, c'est un gneiss. Encore là, on va mettre les minéraux typiques qu'on retrouve dedans. Donc par exemple, les gneiss à biotite en bas. Si le gneiss, on pense que le protolithe, c'est une roche ignée, une roche magmatique, donc souvent c'est des roches qui vont être plus riches en quartz-feldspath. On peut parler d'un orthogneiss, donc c'est des gneiss qui sont orthodérivés, donc qui viennent d'une roche ignée. Donc on a en haut une photo où justement on voit des porphyroclastes, donc des grains de feldspath potassique plus grossiers qui indiquent l'origine ignée. Ici un autre type d'orthogneiss à biotite où dans ce cas-là la niaisosité est définie par une schistosité mal définie. On voit que dans cette roche il y avait peu de mica, donc on n'a pas pu définir une bonne schistosité. La roche est quand même à grain relativement grossier et donc on a aussi un orthogneiss à biotite. D'autres gneiss encore qui sont dans ce cas-là plutôt d'origine sédimentaire. On remarque la présence de grenat, qui est un minéral alumineux. Présence de grenat dans une roche métamorphique indique que le protolithe est riche en aluminium, donc on est plus dans une roche sédimentaire de type des pellites métamorphisées. Donc ici la roche est plutôt rubanée, elle est à grain grossier, on n'a pas une schistosité bien définie, donc plus le grain est grossier, plus on va vers une niaisosité. Et on a de la biotite, on a des petits grains de silimanite aussi qu'on voit à peine sur la photo qui sont blanchâtres. Donc on a des gneiss à grenat, silimanite, biotite, silimanite, grenat, dépendamment de l'ordre d'abondance. Et comme ces gneiss sont d'origine sédimentaire, on dit qu'ils sont paradérivés, donc on parle de paragneiss.